C'est l'occasion ou jamais, bienvenue à tous, merci de nous suivre. On va vous parler de véhicules d'occasion. Aujourd'hui, vous savez que le VO est omniprésent sur le marché automobile et c'est très très intéressant, pas seulement pour les normes WLTP qu'il faut prendre à rebours, acheter sa voiture avant que ça passe, non pas seulement, mais parce qu'effectivement le véhicule d'occasion n'a plus la place qu'il avait par le passé, n'a plus cette image qui était dégradée peut-être parfois par le passé. On va parler du véhicule d'occasion avec nos invités. Berislav Kovacevic, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur marketing et VO du groupe Vulcain. Bonjour à Nicolas Caron, bonjour. Expert en valeurs résiduelles à l'Argus, et bonjour à Thierry Combabessou, directeur commercial de VP Auto. Aujourd'hui, on parle d'une voiture qui a eu un succès totalement dingue. Quand elle a été présentée au Mondial de Paris, porte de Versailles, les gens se sont précipités et les gens de chez Peugeot nous le disent encore aujourd'hui, jamais on aurait pensé que les carnets de commandes se seraient remplis aussi vite. D'ailleurs, aujourd'hui, avoir une Peugeot 3008, encore aujourd'hui, avant le facelift qu'on nous promet dans quelques temps, eh bien, cette voiture est encore très demandée et les délais sont très longs. Qu'est-ce qu'on peut dire d'une voiture, Berislav, qui est ancrée, j'allais dire, pas dans l'histoire de France, on va quand même pas employer les grands mots, mais dans l'histoire de l'automobile française, c'est vrai, parce qu'elle a posé un marqueur, notamment pour le groupe PSA et la marque Peugeot. Et aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui, c'est une sorte de maître étalon, de curseur, de valeur sûre, de voiture sur laquelle, comme on dit, on ne peut pas se planter? Exact, complètement exact, parce que là, je pense que vous faites référence au modèle actuel, la deuxième génération, mais déjà en 2009, quand la première génération est sortie il y a 10 ans, on ne s'attendait pas forcément à un succès parce qu'elle n'était pas forcément aussi bien réussie esthétiquement. Par contre, l'intérieur était agréable, le style confort, capacité de conduite, ergonomie était très bien pensé et déjà elle avait bluffé tout le monde. Alors nous on n'a pas la chance dans le groupe Vulcain d'avoir ce modèle dans notre gamme, mais on peut vous confirmer effectivement que c'est un énorme succès. Je crois que c'est le deuxième jamais recensé dans l'histoire de Peugeot, après la 205. Après la 205, ouais. Le sacré numéro 2, on pourrait l'appeler pour eux, ils ont cette chance. Alors c'est vrai que nous dans nos gammes on a 17 marques, on n'a pas ce SUV, mais ce SUV aujourd'hui il pèse presque 4% de part de marché, c'est-à-dire plus que des marques... tout seul, hein, ouais. À lui tout seul, c'est-à-dire plus que des marques comme BMW, ouais. Audi, et plus que nous qui avons pendant longtemps été à 5, 6, 7% de pénétration Opel, on est aujourd'hui à 3,5%, donc il pèse autant que Opel tout réuni. Alors on a maintenant par rapport à la dernière génération exactement la même plateforme, les mêmes équipements avec le Grand Land, mais c'est vrai que c'est un révélateur, et d'ailleurs nos valeurs résiduelles, on va sûrement en parler avec Nicolas, ne sont pas les mêmes que le 3008. Alors justement, voilà, si je peux rajouter, le 3008, le succès, ça fait 2 ans de suite, 2017 et 2018, où ils immatriculent plus de 80 000 voitures neuves par an en France. C'est colossal. C'est énorme. 80 000 voitures par an. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée, un ordre de comparaison, par exemple? Clio, c'est 100 000. Ouais. 208, on doit être en 80 et 90. Mais 3008, c'est 80 000. C'est une voiture qui est grosse, c'est une voiture qui est plus chère que les Clio. Le prix moyen en diesel, il y a 3 ans, c'était 35 000 et en essence, 32 500. Donc c'est des gros prix, en prix moyen. Hein. Le fameux pricing power décrété par PDG de PSA, Carlos Tavares, qui essaye aussi d'appliquer cette méthode à Opel. Mais on a la chance dans le groupe Vulcain d'avoir Citroën, donc on le vit aussi. Il a vraiment été porté par ce véhicule qui a remonté les valeurs moyennes de chez Peugeot d'environ 5 à 8 000 euros. Juste une parenthèse, 5008, c'est-à-dire le grand frère avec 2 places de plus, aussi successful que le 3008 ou beaucoup moins? C'est moins de volumétrie, mais c'est tout autant successful que 3008, rapporté à la taille du véhicule, au segment du véhicule. C'est plus gros, hein, c'est un petit peu plus gros. C'est 7 places et c'est un peu plus cher. Nicolas, sur justement vous qui êtes expert en valeurs résiduelles, est-ce qu'on ne se plante pas quand on achète un 3008, même s'il coûte 35 000 en version diesel avec, j'imagine, un niveau 3 de finition sur 4? Non, je ne pense pas qu'on se plante parce que c'est un véhicule qui attire déjà par son design, ça c'est évident, design extérieur et intérieur. Puis en plus, il a quand même ses qualités technologiques et ça, on ne se trompe pas. Oui, je mettrais juste un petit bémol, c'est que là on commence à avoir sur le 3008 depuis 3 ans les caractéristiques traditionnelles des marques premium
dite souvent allemande, même si là le 3008 rentre vraiment à concurrence, il fait mal au X1, au Q3, au Q5 chez Audi, etc. Il faut choisir la bonne version. C'est-à-dire que si vous prenez un moteur un peu en dedans et surtout pas une bonne finition, vous allez le garder sur le parc. Parce qu'il y a pléthore de choix. Surtout dans les mois qui vont venir. Oui. Parce que, mais déjà, moi, on a des collègues chez Peugeot, on en reprend, on en rachète. Si on rachète la bonne couleur, et là, il ne faut pas se leurrer, les trois marques, les trois couleurs. Ce qu'on voit, c'est une couleur, on va dire, qui est moins prisée. De toute façon, si vous quittez aujourd'hui le blanc, le gris et le noir, vous êtes sur 20% des ventes. 80% des ventes sont faites sur ces trois couleurs. Mais ça, on fera un sujet sur les couleurs, parce que ça, c'est à la fois un vrai problème et une vraie réalité. Pour paraphraser un film célèbre, il y a quand même des nuances de blanc, des nuances de noir et des nuances de gris. Mais en dehors de ces nuances, c'est quand même compliqué. C'est dommage que vous disiez célèbre pour la qualité du film. Thierry n'a toujours pas parlé sur les enchères. Comment est-ce qu'on est sur le 3008 ? C'est un véhicule qu'on vend très bien et qui est... On a le reflet du marché puisqu'on touche des professionnels qui revendent à particuliers ou des particuliers directement. Nous, ce qu'on constate, si on doit parler de la Cotargus, c'est un modèle qu'on vend très bien puisqu'on le vend en moyenne cette année, on l'a vendu à 115% de la Cotargus. 115% de la Cotargus. Moi, je suis pas surpris. Moi, je pense qu'il faut ajouter une chose, c'est que aujourd'hui, on commence à avoir un retour en occasion en masse, je dirais, des premiers véhicules. Il était lancé il y a 3 ans et demi. Donc là, et les sociétés ont vraiment engouffré dans le finition business. Voilà. Et maintenant, on a un retour de ces voitures qui sont en fin de contrat de 3 ans, donc qui reviennent sur le marché. Et là, ce que tu disais, c'est vrai. On fait une part avec tous les 120 chevaux diesel 1,6 litre HDI, boîte méca, boîte auto. Là, il y en a beaucoup en finition Active Business ou Allure. Ça, c'est ceux-ci qui aujourd'hui se vendent à 16, 17, 18 selon le kilométrage. Il est un peu moins rare. Il y a une grosse offre. Et puis si on passe sur du 150 chevaux, voire 180 boîtes auto, c'était 150 méca ou 180 auto, GT Line ou GT, là, on est sur de la voiture bien plus exclusive, plus premium et qui se vend à 3 ans. Un peu au-dessus de 20 000. Parce que c'est une génération de moteurs qui a vraiment... Et puis la finition, GT Line, GT chez Peugeot, ça distingue vraiment la 3008 des autres 3008. D'ailleurs, en neuf, les gens de chez Peugeot le disent, les acheteurs privilégient les finitions 3 et 4 donc sur 4 degrés de finition. 60% des ventes. Et en occasion, on le retrouve, c'est la même chose. Question bricolage, je ne sais pas lequel d'entre vous est le plus à même à regarder sous le capot d'une 3008. C'est une voiture fiable, c'est une voiture qui tombe en panne, qui ne tombe pas en panne. La première génération était délicate en 2009-2010. Donc pas le modèle actuel, c'est pas le cousin du Grandland. Mais de toute façon, depuis 2002, quand les constructeurs ont commencé à lancer le multiplexage dans leurs véhicules, s'est posé le problème de la fiabilité électronique. Et donc c'est vrai qu'on a eu des bugs sur les GPS, on a eu des problèmes de vanne EGR, parce que c'est lié aussi au turbo diesel. Celui-ci en souffre aussi, mais moins. Il a quand même été dès le début plutôt fiabilisé. Nous, en occasion, on n'a pas de retour garanti quand on vend des 3008 d'occasion, ça nous arrive. Et on a des voisins Peugeot, mais c'est un véhicule qui est tellement dispatché sur les parcs qu'on n'a pas de soucis particuliers. Quelques bugs, mais il y a beaucoup d'opérations de rappel chez Peugeot comme ailleurs. Donc c'est un véhicule sans histoire. Thierry Combabessou, sur les enchères, est-ce qu'on vient vous dire quand est-ce que vous aurez une 3008 C'est un produit qui est recherché, cependant il faut être attentif, il y a le nouveau qui arrive. Ce qui est vrai aujourd'hui, on sent quand même un mouvement de valeur qui est plutôt baissier. Voilà, donc on pense que ça va se rapprocher progressivement de la Cotargus et retrouver des valeurs un peu plus raisonnables. Et ce qu'on observe aussi, c'est dès qu'on est dans les 25 000 euros, donc nous on a vu surtout des véhicules avec du gros kilométrage qui sont vendus cher puisqu'ils ont touché des marchés export où les gens... Qu'est-ce que vous appelez un gros kilométrage ? Plus de 120, plus de 130 000 km, où les marchés export sont moins regardants que le marché national. En France, on fait attention à ce genre de kilométrage quand on est particulier. Et ces valeurs-là ont plutôt explosé par rapport à ce qu'on observe sur le marché français. Voilà. C'est amusant quand vous dites on va avoir le nouveau bientôt. Mais,
je pense, et je parle sous votre contrôle, je suis un petit peu informé aussi, le nouveau va pas être très très différent de l'ancien, enfin de l'actuel, parce que quand on a un best-seller comme ça, regardez ce qui s'est passé avec le Q5, voilà, on peaufine un tout petit peu, on essaye justement de corriger 2-3 défauts, et visiblement sur cette voiture, il y en a très peu. On pouvait craindre un vrai problème de finition, on pouvait craindre des problèmes de boîte automatique, sincèrement il n'en a été rien, c'est plutôt bien réussi, et c'est vrai que l'image de marque de Peugeot est sacrément remontée. On le met d'ailleurs nous souvent sur des véhicules de 3 à 5 ans, c'est quand même l'essentiel de nos ventes dans les showrooms. On le positionne comme des premium allemands, et s'il a les bonnes finitions... Et même le tout petit volant et le e-cockpit, les gens au début avaient un peu de mal, et puis finalement tout le monde s'y est fait. Tout le monde s'y est fait. Et je pense qu'il faut ajouter, nous on constate que depuis 2 ans, Peugeot le vend beaucoup en moteur essence. C'est assez nouveau. Bon, il y a cette dieselisation du parc, mais sur un SUV de ce gabarit, on voit sur les totales des ventes, il y a presque 40% de ventes en moteur essence. Alors donc, là, ce qui est quand même beaucoup. Oui, mais on a une crainte parce qu'on entend quand même beaucoup de clients nous dire que je regrette. Est-ce qu'ils consomment réellement 7 litres comme sur l'affiche? Moi, je pense qu'ils consomment 10 litres. Et là, c'est très difficile pour les commerciaux d'argumenter. On verra justement sur le nouveau et sur les ventes des VN de ce nouveau modèle. En tout cas, pour l'instant, un sans faute. J'allais dire presque un sans faute pour le 3000 litres avec 2 experts. Merci beaucoup de nous avoir suivis.